Bonjour à tous. Donc le webinaire va débuter. Va débuter gentiment. Il est pile 11 heures. On va peut-être attendre 30 secondes, le temps de laisser arriver ceux qui ont un tout petit peu de retard. Euh, on va peut-être commencer tout doucement. Donc le webinaire, donc c'est notre troisième webinaire. Donc le premier a eu lieu le 17 septembre sur la partie préparation à l'acquisition d'entreprise. Donc tout ce qui est lettre d'intention, audit. La deuxième partie a eu lieu le 1er octobre, cette fois-ci en lien avec la notion d'acte d'acquisition, la promesse et le contenu de l'acte d'acquisition lui-même. Et aujourd'hui, le 15 octobre, c'est le troisième et dernier webinaire que nous vous proposons avec les Échos, en partenariat avec les Échos. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la garantie de passif, comme vous le verrez. Donc, on a pas mal de choses à dire. C'est une composante absolument essentielle des acquisitions, la garantie de passif. Sans garantie de passif, c'est un peu compliqué pour l'acheteur. Donc, et vous comprendrez pourquoi. Donc, le webinaire vous est présenté par moi-même, Sylvain Joyeux. Je suis associé au cabinet Cloa Mendès Gilles. Alors pour ceux qui étaient là au premier, deuxième webinaire, je m'excuse par avance de la présentation, puisque vous l'avez déjà entendu une à deux fois. Donc je suis associé du département croissance et corporate du cabinet Clément Gilles. Donc on s'occupe des cessions, acquisitions d'entreprises notamment depuis une vingtaine d'années. Notre cabinet est situé à Paris et donc nous sommes un cabinet d'affaires. Donc on a plusieurs départements département contentieux, département droit immobilier, informatique. Et là, donc, c'est le département corporate avec moi-même et Adrien, qui est avocat counsel au cabinet. Bonjour. Donc, vous avez là une partie de l'équipe. Nous sommes plus nombreux dans l'équipe acquisition, cession d'entreprise. Donc, l'idée, c'était de vous présenter en partenariat avec les Échos le thème numéro 3, qui est un mode d'emploi des acquisitions, cessions d'entreprise. Et le thème numéro 3 porte sur la sécurisation de la garantie de passif. Nous allons également aborder tout ce qui est contentieux en lien avec la garantie de passif, puisque parfois le contrat nécessite la mise en jeu d'une procédure judiciaire. Et notamment, Adrien, c'est toi qui suis au cabinet les expertises judiciaires en matière de garantie de passif et de contentieux. Donc, tu connais bien ces matières. Exactement, c'est un vrai sujet où, on trouve, un vrai sujet à contentieux et il faut vraiment faire attention, à la moment de la rédaction, d'où l'importance de ce thème. Oui, et puis c'est vrai que quand on rédige en tant qu'avocat, on pense toujours, malheureusement ou heureusement, mais c'est un peu une déformation professionnelle. Et certes, c'est du conseil, mais on pense toujours à la partie contentieux. Qu'est-ce qui va se passer sur telle clause en cas de contentieux? En cas de désaccord, comment est-ce qu'on va gérer cette clause? Est-ce qu'elle va être bien comprise ou pas comprise? Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je n'ai pas accès directement aux questions, mais Adrien, oui, puisque moi, j'affiche le webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'y répondre à chaque fin de thème. Donc, il y en a 5 aujourd'hui. Chaque fois qu'on finit une partie, on regardera s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on continuera. Mais en tout cas, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions, bien sûr. Donc, nous verrons 5 choses aujourd'hui, 5 thèmes. Donc, le premier, la raison de la garantie de passif. Pourquoi est-ce qu'on passe par un tel mécanisme? Quel est son intérêt? Ensuite, la mécanique elle-même de la garantie de passif. Donc, comment est-ce qu'on la met en place? Quelles sont les différentes clauses à prévoir? Ensuite, la garantie de la garantie. Donc, ça paraît un peu barbare comme ça, mais on vous expliquera pourquoi une garantie de la garantie de passif est nécessaire. Bon, pas tout le temps, ça se discute, mais en général, on essaie d'en mettre une en place quand même. Dans 95% des cas, on en met une en place. Ensuite, il y a l'assurance garantie de passif, on vous en parlera. C'est un point qui est
un peu nouveau dans les deals français. Et enfin, la mise en œuvre de la garantie de passif et le contentieux associé, donc une partie un peu plus judiciaire qu'on verra avec Adrien. Donc on va commencer la première partie. Donc pourquoi une garantie de passif, Adrien? Je te laisse Alors, commencer. merci. Alors, pourquoi une garantie de passif? On avait vu la dernière fois, très rapidement, la grande nuance entre les deux opérations qu'on retrouve, les cessions de fonds de commerce et les cessions de sociétés d'entreprise. La particularité, c'est la cession de fonds de commerce. Alors, on grossit le trait, hein, sans rentrer dans le détail, mais la cession de fonds de commerce, vous cédez l'actif de la société et le vendeur conserve le passif de la société qu'il espère apurer, notamment en partie avec le prix de cession. La cession d'entreprise, vous faites l'acquisition d'une société qui suppose d'acquérir une personne morale avec son actif et son passif. Alors l'avantage, quand même de la cession de l'entreprise, c'est pas des moindres, c'est que ça évite de perturber les contrats en cours. Quand vous rachetez une entreprise, le contrat qui est signé par la société que vous rachetez avec des clients, perdure. C'est toujours la même personne morale qui est co-contractante, à la différence de la cession de fonds de commerce où là, c'est, une nouvelle entreprise qui va acquérir le fonds de commerce et si vous avez conclu des contrats avec des clients, il faudrait en principe renégocier, enfin réviser tous les contrats, demander l'autorisation de votre co-contractant pour poursuivre les contrats avec vous. Donc quand vous savez que, le chiffre d'affaires et les contrats clients sont la donnée, essentielle, d'une entreprise, si vous êtes obligé de tout renégocier, tous les contrats, voir tous vos clients, déjà ça peut être fastidieux, mais aussi ça peut remettre en cause un peu certains de vos contrats. Vous risquez d'en perdre, dans l'opération. L'avantage donc est évident là pour les cessions d'entreprise, vous évitez de perturber pardon, les contrats qui se poursuivent. La société poursuit son activité et poursuit les contrats sans, qu'il y ait nécessairement, qu'il y ait un impact sur les contrats, en cours client. Alors petite, ça, c'est le principe. Vous avez quand même certaines exceptions et c'est pour ça que c'est important le travail de l'audit préalable à l'acquisition où vous avez des clauses contractuelles qui prévoient qu'en cas de changement de contrôle de l'entreprise, heu, il faudra demander l'autorisation du co-contractant ou l'informer de l'opération sachant que le co-contractant peut se réserver éventuellement une possibilité de sortie. On verra peut-être plus en détail ce On verra ça. sujet-là après. Mm. L'inconvénient de la cession d'entreprise par rapport aux cessions de fonds de commerce, là, effectivement, c'est que vous reprenez l'actif et le passif de la société, d'accord? Ce qui a son impact, puisque dans une acquisition d'entreprise, le prix est calculé par rapport à l'actif et au passif connu. Donc si un nouveau passif apparaît, après que vous ayez, acquis la société et déterminé le prix sur lequel, vous achetez la société, ça f véritablement vous n'aurez pas acheté dans les mêmes conditions. Donc vous avez, la volonté de vouloir, peut-être remettre en cause, en tout cas, l'outil qui est utile pour ça, pour évoquer ce sujet est indemniser éventuellement, des pertes qui interviendraient ou la découverte d'un passif. C'est, cette garantie de passif qu'on est en train d'évoquer. On peut peut-être prendre un exemple simple qui peut nous servir de fil conducteur tout au long du webinaire, le contrôle fiscal. Donc vous achetez, vous calculez une valeur d'entreprise qu'on a vue la dernière fois et vous calculez donc un atterrissage de prix à hauteur de, on va dire, 1 million d'euros par rapport à des éléments que vous avez calculés. Demain, un contrôle fiscal tombe ou a lieu pour la période antérieure à l'acquisition. Eh bien, c'est l'entreprise qui va supporter ce passif. Donc, c'est elle qui va se faire redresser fiscalement. Et donc, l'acheteur aura à faire face à ce passif et à payer ce passif nouveau, quand bien même il n'avait pas été détecté. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place une garantie de passif pour prévoir ces cas-là et gérer ces cas, comme le contrôle fiscal notamment. Mais il n'y a pas que, hein, mais on verra qu'il y a plein d'autres choses possibles.
Donc, nécessité de connaître ce passif, donc ça va être l'objet de la garantie de passif et de se protéger contre, le cas échéant des découvertes. Alors, vous avez, C'est passé. Hop. sans garantie de passif, il existe quand même, des outils, mis en place par, le code civil. Comme pour toute vente, au final, vous avez des dispositifs, des mécanismes légaux, comme dans le cas de toute vente, qui viennent un peu encadrer et protéger, l'acheteur. Alors est-ce que, ils sont suffisants? Vous allez voir, pas forcément. D'où cet intérêt de convention de garantie d'actifs et de passifs. Alors, reprenons l'exemple, qu'évoquait Sylvain, l'hypothèse d'un contrôle fiscal. Vous avez acheté la société, vous avez un contrôle fiscal qui intervient postérieurement à cette acquisition et il y a un passif, qui est révélé, enfin vous êtes condamné, la société pardon, est condamnée à un redressement fiscal relatif à un événement qui était antérieur à la cession. Donc là, vous vous dites, bah, j'ai acheté une entreprise avec un passif enfin j'aurais su, je ne l'aurais pas forcément acheté au même prix en tout cas. Donc vous pourriez tenter de dire, bah, j'ai acheté, c'est un vice caché, j'ai acheté une entreprise avec un passif que j'ignorais. Alors, la jurisprudence s'est prononcée sur ce sujet et considère effectivement la garantie des vices cachés, alors peut-être pour, clarifier c'est une garantie du venteur des défauts, tenant au vice, des défauts cachés, tenant à la chose vendue. Alors, si, vous avez acheté l'entreprise avec le passif, on peut dire, bah, le passif, c'était quelque chose, un vice qui était caché à la chose vendue. La cour de cassation a dit non. Ce que vous avez acheté, c'est les droits sociaux et pas le passif de la société, au final. Et donc, s'il devait y avoir un vice, c'était un vice qui est attaché aux droits sociaux. Par son conséquent, si vous découvrez un passif dans la société postérieurement à l'acquisition, vous ne pouvez pas, selon la jurisprudence actuelle, faire état de la garantie des vices cachés pour obtenir une indemnisation. D'autres voies sont toutefois possibles, ou ont été imaginées, notamment sur les vices de consentement. Donc vous avez acheté, la société, et vous avez, découvert un événement, donc le passif, mais votre consentement n'était pas éclairé au moment de la conclusion du contrat puisque vous ignoriez le passif. Donc, vous pourriez dire: «Bah, voilà, j'ai acheté une société qui vaut beaucoup moins que ce qu'elle vaut en réalité, donc il y a une erreur». Vous pourriez invoquer. Alors là, la jurisprudence, mais également, le code civil vous dit en 136 que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. Donc vous ne pouvez pas invoquer, le fondement de l'erreur, le vice caché sur l'erreur pour dire: «Je me suis trompé sur le prix, de la société» puisque, c'est pas, la réalité du prix. Ce n'est pas un fondement recevable. Il faudrait, alors il y a l'erreur peut toutefois être invoquée, sur d'autres, thèmes. Mais la jurisprudence l'impose, comme condition que, le vice, vient, empêcher la poursuite de l'activité économique constituant son objet social. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous avez des exemples concrets, dans la jurisprudence, c'est l'hypothèse, heu, presque grossière où, vous avez acheté une entreprise, mais le fonds de commerce avait été cédé précédemment. Dans ce cas-là, votre société est une coquille vide ou en tout cas, elle a peut-être un autre fonds de commerce, mais c'est pas forcément, celui qui vous intéressait. En tout cas, elle ne peut plus exercer l'activité que vous souhaitez. Ça peut être un Dans défaut ce de cas-là, permis aussi ou un défaut de licence. On pensait que la société avait une licence, licence 4. Il y a une erreur, finalement, la licence ne permet pas l'exploitation. Donc là, oui, ça va affecter l'activité elle-même, mais ça ne couvre pas le cas du contrôle fiscal. exactement. Vous pouvez, aussi l'exemple aussi, qui parle à tout le monde. Vous achetez une société qui est en état de cessation de paiement, elle ne peut plus poursuivre son activité puisqu'elle va tomber, enfin, c'est en Qui procédure pourrait, collective et on est, ouais, peut-être en ouais, liquidation judiciaire. ouais. À ce moment-là, oui, vous pourriez invoquer l'erreur en considérant que, ça empêche la poursuite de l'activité économique. Mais là, vous voyez, avec cette idée-là, vous avez la nécessité de démontrer une condition qui est, difficile, en jurisprudence à démontrer
qui, on va voir, qui sera plus difficile à justifier qu'une convention de garantie d'actifs et de passifs. Enfin, d'utiliser une garantie d'actifs et de passifs. Vous avez un autre moyen qui est, très souvent utilisé, en contentieux, c'est le dol. Donc toujours pareil, c'est la notion de vice de consentement. Votre consentement n'a pas été éclairé au moment de la conclusion du contrat. Alors le dol, c'est quoi? C'est, lorsque votre, vendeur a eu un comportement malhonnête, une tromperie, qu'il a trompé le co-contractant, le cessionnaire, dans le but de l'inciter à, acheter au prix, dans les conditions qui ont été fixées. Donc là, aussi, c'est, très utile pour demander la nullité de la vente ou une indemnisation. Mais ça nécessite, encore une fois, de devoir démontrer des manœuvres dolosives, donc volontaires du vendeur, ou une réticence dolosive, donc des informations qu'il s'est abstenu de transmettre volontairement pour, arriver, à la conclusion de la convention. Donc c'est, dans la pratique, c'est, quelque chose que on peut comprendre ou imaginer les entreprises. Alors, vous vendez l'entreprise, vous arrivez en fin d'année, vous avez tendance, peut-être, à vouloir, envoyer des factures. Alors c'est très courant ça, envoyer des factures, un peu, tôt, un peu avant la réalisation des prestations, ce qui vient un peu gonfler le chiffre d'affaires et donc un peu valoriser l'entreprise en question qui va être vendue. Ou bien on voit aussi des hypothèses où vous avez, des factures qui arrivent à l'entreprise et qui ne sont pas comptabilisées pour justement, valoriser le résultat de la société et valoriser son prix de cession. Vous voyez, c'est ces notions de manœuvre, donc à démontrer, qui n'est pas forcément évident et qui soient suffisantes pour déterminer le consentement du co-contractant pour la vente. Donc des conditions assez lourdes à mettre en place, et qui justifient peut-être, le fait qu'on utilise d'autres outils comme on va voir, la convention de garantie des passifs. Alors, le dol est systématiquement quasiment demandé hein, quand il y a un incident postérieurement à une acquisition. Il est rarement reconnu parce que c'est vrai que les critères sont très, très restrictifs. La Alors manœuvre, avant de la démontrer, il faut vraiment qu'il y ait des éléments de circonstance qui soient assez forts. Voilà. oui, parce qu'il y a toujours l'équilibre. Est-ce que, vous êtes un professionnel, vous auriez dû, poser la question, sur le sujet. Si vous ne posez pas la question, c'est que ça vous intéressait pas forcément le sujet en question. Donc est-ce que c'était déterminant? Mais si vous agissez sur le dol, vous pouvez, également, agir sur le dol dans un premier temps et agir sur le thème de la conven sur le terrain de la convention de l'indemnisation de la La dans le garantie cadre de de la passif. convention de garantie d'actifs et de passifs, si vous le souhaitez. L'un n'exclut pas l'autre. Alors, vous avez vu, les solutions sont peut-être, insuffisantes, ou contraignantes, les dispositions légales pour, mettre en œuvre, une indemnisation ou la nullité du contrat. Partons sur l'indemnisation, ce qui peut intéresser, davantage. D'où la mise en place ce qu'on appelle les conventions de garantie d'actifs et de passifs. Ce qui va permettre cette convention, c'est une convention qui est signée, généralement, heu, entre le vendeur et l'acheteur, dans lequel le vendeur garantit grossièrement l'état de la situation de la société au jour de la vente. Alors, il va faire une succession de déclarations. Si une des déclarations, s'avère fausse, dans sa convention de garantie, reprenant l'exemple, de Sylvain, la découverte, d'un contrôle fiscal qui apparaît. Si, vous écrivez dans vos le vendeur écrit dans la convention de garantie, «Je déclare, qu'il n'y a aucun fait de nature à justifier la mise en œuvre, d'un redressement fiscal, que nous sommes en règle, et nous respectons toutes les dispositions, fiscales, de l'entreprise». À ce moment-là, s'il y a un contrôle fiscal qui apparaît, la déclaration qui a été faite, par, le vendeur et donc le garant est inexacte ou incomplète et ça justifie une indemnisation, justifie la mise en œuvre de la convention de garantie et donc son indemnisation. Donc vous vous rendez compte, là, vous avez les dispositions légales où il y a plusieurs critères à démontrer qui peuvent être relativement contraignants pour obtenir une indemnisation qui n'est pas certaine et là, vous pouvez, en
en contrebalance, vous avez une convention de garantie où vous demandez à l'acheteur, de déclarer, tous les éléments et le simple défaut, de caractère inexact d'une information ou incomplète de l'information prévue dans la garantie justifie la mise en œuvre de l'indemnisation. Donc les conditions sont assez simples. Alors l'objectif de cette convention de garantie et son intérêt, comprenez quand vous négociez, c'est bien de décrire avec précision la situation active et passive de l'entreprise cible. Vous allez faire une convention de garantie, vous êtes en train de négocier les différentes clauses de la convention de garantie. Vous allez vous apercevoir que, le vendeur, si, l'acheteur veut imposer une certaine clause, alors l'exemple, du contrôle fiscal, par exemple, restons sur cet exemple-là. Le acheteur veut dans les négociations demander à que soit mentionné dans la convention de garantie qu'il n'y a aucun risque de convention, alors je grossis le trait, hein, aucun risque de redressement fiscal puisque nous sommes en règle, puisque le vendeur est en règle sur, respecte les dispositions légales, relatifs, à la fiscalité. L'acheteur qui peut avoir, connaissance, le vendeur qui peut avoir, connaissance de potentiels, situation délicate, va vouloir peut-être renégocier la formulation de la phrase, ce qui peut attirer l'œil, du vendeur, qui se dit: «Il y a peut-être, une difficulté, là-dessus». Donc là, vous voyez, vous décrivez avec précision la situation active et passive de l'entreprise, donc vous savez quand le vendeur va faire des déclarations, vous avez déjà une belle photographie, de la situation de l'entreprise. C'est vrai que c'est souvent des grands débats. On va voir après sur le slide d'après les postes de garantie qui sont couverts, mais c'est souvent des grands débats sur la rédaction puisque le vendeur va vouloir déclarer le moins possible et l'acheteur va vouloir, lui, au contraire, obtenir le plus de déclarations sur tous les postes possibles et imaginables parce que si ça n'est pas précisé dans la convention, ce n'est pas couvert par la convention. Donc si on oublie le périmètre fiscal, par exemple, on ne le mentionne pas dans les déclarations, eh bien un manquement ou un contrôle fiscal ne seront pas couverts au titre de la garantie de passif. Donc c'est important d'être très précis sur tous les éléments. Et l'acheteur aussi, l'idée aussi, c'est de formaliser l'acceptation d'un risque par le bénéficiaire de la garantie. L'acheteur, qui a connaissance d'un risque éventuel, en achetant l'entreprise, il sait alors le contrôle fiscal, restons sur cet exemple-là. Il sait qu'il y a une difficulté, il a vu lors des audits qu'il y a un risque, de contrôle fiscal sur un sujet en particulier. Bon, bah, en signant cette garantie d'actifs et de passifs, ça va éviter de remettre en cause la vente parce que l'acheteur pourrait dire: «Moi, dans ces conditions, je n'achète pas». Là, il va dire: «J'achète, mais je vous demande une garantie, en cas de mise en œuvre, de redressement fiscal, je vous demande une garantie sur, l'éventuel préjudice, de la société tenant à l'existence, de ce passif qui pourrait apparaître». Donc ça va faciliter aussi, les opérations, cette garantie d'actifs et de passifs. Ça permettra également de couvrir les éléments qui n'ont pas été vérifiés lors de l'audit préalable ou n'ont conduit à cette date. Vous avez fait un audit, mais les audits, sont difficilement, heu, exhaustives. Vous pouvez avoir des sujets que vous ne pouvez pas avoir approfondis, le temps manquant ou les informations manquantes, dans ce cas-là, vous savez, c'est un jeu, entre l'acheteur et vendeur, de retenir peut-être un peu d'informations, ne pas les transmettre, le temps voulu. Ce qui peut inciter à l'acheteur, la solution de facilité et qu'on peut comprendre, c'est dire: «Bon, bah, j'ai pas cette information-là ou je l'ai pas pu l'obtenir, donc je la mets en garantie. Vous me garantissez qu'il y a pas de difficulté sur ce sujet-là». L'objectif évidemment pour l'acheteur, ce que disait Sylvain, c'est d'obtenir le plus de déclarations possible, sur la garantie, puisque une déclaration, s'il y a un manquement, il y a indemnisation. C'est aussi simple que ça. Alors, la garantie d'actifs et de passifs, plusieurs, grands thèmes qu'on retrouve, dans le contenu des déclarations qui sont faites par le vendeur, dans le cadre de la société. Donc qu'est-ce qui garantit? Généralement, vous avez les grands thèmes qui sont indiqués là dans le slide que vous pouvez voir en rouge. Donc vous avez d'abord une garantie sur la société et son activité, heu, la répartition du capital et droits sociaux, des droits de vote,
Il faut, évidemment, c'est une des conditions principales. Un des éléments, principaux, c'est que vous achetez, vous êtes sûr que le vendeur est propriétaire des titres sociaux. Donc vous avez demandé au vendeur de garantir effectivement qu'il, détient bien tous les titres de la société et pas simplement 90 ou, ou un autre pourcentage. Qu'il n'y ait pas de Également surprise, et qu'il n'y ait pas de nantissement qui a été donné sur les titres ou exactement. qu'il soit bien la propriété du vendeur. Ça peut arriver parfois. La libre disposition, exactement, c'est ça, qu'il y ait pas de titres garantis ou qu'il y ait pas de promesses qui ont été conclues avec un tiers, sur la vente des titres, ce qui pourrait rendre l'opération, compliquer l'opération s'il y a plusieurs promesses qui sont, enchevêtrées. Également la liste des filiales et participations que, le vendeur déclare que la société que vous achetez, les titres de la société que vous achetez ne détient telle société, filiale ou participation et que vous n'êtes pas, que vous ne découvrez pas qu'il y a une société, qui est en liquidation judiciaire, et qu'au final, elle est mise de côté, pas forcément volontairement, mais parce que vous ne travaillez plus dans cette société, vous l'avez mis de côté elle ne rentre plus dans l'activité, qu'elle n'apparaisse pas puisque ça pourrait être, source de difficultés évidemment, dans le cadre d'une reprise. Vous déclarez également la situation du fonds de commerce, qu'une gestion, paisible du fonds de commerce, les assurances évidemment que les sociétés ou l'activité, a toutes les assurances nécessaires. L'autre grand thème qu'on retrouve et qui est essentiel, c'est effectivement les comptes de référence actifs et de dettes. Quand vous faites une garantie, d'actifs et de passifs ou même plus simplement une garantie de bilan, vous garantissez très souvent, dans 99, pour pas dire 100 des cas, une situation comptable arrêtée, de la société. L'intérêt pour l'acheteur, c'est une situation, la plus proche de la vente, qui vous garantit la situation d'actifs et situation de passifs de la société et qui est une représentation fidèle et sincère de la situation du patrimoine de la société. Donc pour reprendre l'exemple toujours du contrôle fiscal et la naissance d'un passif, donc la société, on s'aperçoit que si, il y avait eu, les comptes avaient été bien, avaient pris en considération, ce potentiel, contrôle fiscal, il y aurait peut-être eu une provision à intervenir, dans les comptes. Donc ce défaut de provision, fait état d'une représentation infidèle de la situation de la société, de son actif et de son passif et justifie la mise en œuvre, de la convention, de garantie d'actifs et de passifs. Donc vous allez retrouver effectivement, comme vous voyez dans la liste, l'état des dettes, également des engagements hors bilan, l'état des actifs immobiliers qui est, quand même, essentiel si vous en avez, dans la société. Les droits de propriété intellectuelle qui sont quand même, l'élément, qui représente, la société auprès des tiers, l'état des Alors, créances. droit de propriété intellectuelle, pour vous donner une idée, ça va être par exemple la société est bien propriétaire de toutes ses marques, logos, logiciels nécessaires à son activité ou détient bien les licences appropriées et qu'elle paye en temps voulu. Voilà, donc c'est ce genre de déclaration que l'on fait sur les droits de propriété intellectuelle. On va faire pareil pour les logiciels. Voilà, donc ça permet de couvrir et que le vendeur déclare que la société a bien la propriété de tous les éléments nécessaires à son activité. On va avoir la Vous même chose avez pour les créances. Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, je t'en prie. Euh, pour les créances, c'est par exemple, on va demander au vendeur de garantir que la société est bien titulaire de toutes les créances sur ses clients et que ces créances sont recouvrables, elles sont liquides, exigibles et certaines et elles sont dues dans un délai de temps. Ça, c'est très important parce que ça permet de valoriser aussi l'actif de la société pour pas qu'il y ait de tromperie sur la marchandise. Imaginons que pas une dizaine de factures aient été émises pour des montants significatifs, mais qu'en fait, elles ne sont jamais recouvrables. Pour autant, ça a fait du chiffre d'affaires dans la société. Et donc, on a comptabilisé du chiffre d'affaires, peut-être même un résultat. Alors, je ne parle pas de la trésorerie parce que dans ce cas-là, elle n'est pas perçue, mais au moins, on a fait un faux résultat.
Donc, on demande au vendeur de déclarer que ses créances sont bien certaines, liquides, exigibles. C'est pareil pour tous les périmètres. On va faire le stock. Donc là, le stock, la société est bien propriétaire de son stock. Le stock est de qualité suffisante. Il a été correctement comptabilisé dans les comptes sociaux. Ça, c'est important. Voilà, donc les postes sont, je ne vais pas dire sans fin, mais en fait, quand vous voyez tout ce qu'on affiche là, c'est ce qu'on va s'attendre à trouver comme déclaration dans une garantie de passif. Donc c'est très pesant pour le vendeur. En général, le vendeur, il n'en peut plus au bout de la négociation, même au début, quand il voit arriver la liste de déclarations qu'on lui demande. En général, il s'affole un peu en disant, mais vous allez me faire déclarer tout ça. Oui, en tant qu'acheteur, on a besoin de ça, sinon on n'est pas couvert. Donc un point, par exemple, sur on va dire les droits de propriété intellectuelle. Si on ne garantit pas que la société est bien propriétaire des droits de propriété intellectuelle, ce point ne sera pas couvert. Donc si demain on s'aperçoit que la société n'est titulaire d'aucune marque et qu'en fait les marques, elles les empruntaient à une autre société du groupe, et donc en gros elle n'en est pas propriétaire, elle n'était que bénéficiaire d'une licence, on a un souci. Voilà, donc l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une vision complète et qui vient compléter l'audit et la data room. On le verra après dans un autre slide. En fait, c'est un miroir de la data room. On va se dire, voilà, tous ces éléments, moi, je veux les retrouver. Alors souvent, le jeu du vendeur, c'est de dire, mais vous avez fait un audit, donc vous avez bien vu tout ça. Pourquoi est-ce que vous me demandez ces éléments-là? Vous les avez déjà vérifiés. Le problème, c'est qu'en audit, on ne vérifie pas la réalité des documents qu'on nous transmet. On regarde ce qu'on nous a transmis, on ne vérifie pas si c'est un document original, on ne vérifie pas s'il a bien été signé, on ne vérifie pas si tout est finalement bien implémenté comme il est dit que c'est implémenté. Et la garantie de passif permet de reboucler, cette fois-ci d'avoir des déclarations en vrai, en dur, où le vendeur vraiment s'engage sur des périmètres très précis. Donc après, on peut continuer hein, sur la liste des emprunts. Date de maturité, clause de maturité des emprunts, quand est-ce que l'échéance arrive. Clause de changement de contrôle, ça veut dire donnez-moi les contrats dans lesquels il est prévu que le contrat est dénoncé en cas de vente de la société ou changement d'actionnaire. Ça, c'est extrêmement important. Ça vous permet, le vendeur doit connaître ses contrats et doit savoir les contrats dans lesquels une clause de changement de contrôle est prévue. Ça veut dire que si vous achetez et qu'il y a une clause de changement de contrôle qui s'active, eh bien, potentiellement, le contrat peut tomber. Et donc, l'emprunt être exigible tout de suite. Donc, ça fait bizarre. Vous achetez une entreprise, l'emprunt a une durée d'échelonnement sur 5-6 ans, et d'un coup, à cause de la vente, puisqu'on n'a pas prévu le cas, l'ensemble du prêt est exigible. Là, ça peut faire tout drôle. Donc, l'objectif de la garantie de passif, c'est aussi que le vendeur signale tous les contrats avec clause de changement de contrôle. Puis après, donc, Adrien, si tu veux continuer sur la suite, réglementation, Oui. contrat, litige, c'est la même idée à chaque fois. C'est d'avoir toutes les informations sur la société vendue les plus exhaustives possibles. Oui, et effectivement, il y a aussi les garanties personnelles des cédants. Vous assurez que, alors c'est plus dans l'intérêt On t'entend un du peu moins cédant. bien. Ah, vous Ouais. m'entendez mieux là? Ouais. Les garanties des personnels aussi qu'on peut retrouver dans l'entreprise, des cédants. L'intérêt aussi pour les cédants, c'est d'assurer, s'ils sont caution de l'entreprise, que les mécanismes soient mis en œuvre pour obtenir la malvée des garanties des cédants. Autre chose aussi, les garanties, la société peut être garante de dettes de tiers ou de filiales, ou de tiers surtout. C'est important aussi d'avoir connaissance de ces éventuelles garanties qui peuvent avoir un impact sur la société. Pardon. J'ai pas Alors, fini. vous avez, alors peut-être, on va peut-être pas rentrer dans le détail de toutes les, Oui, parce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup pour de vous choses. donner un peu le volume des informations. Retenons liste dans les contrats. Évidemment, les contrats clients, c'est important de savoir ce que vous allez regarder, les contrats clients, pour quelle durée ils sont, s'ils sont à durée indéterminée ou si une durée ferme de 3 ans ou renouvelable tous les 2 ans, ça n'a pas la même impact et donc pas la même valeur pour l'acheteur. Effectivement, il y a aussi la clause qui est importante, l'état des litiges courants dans la société. Ouais. Normalement, vous demandez au vendeur de vous déclarer tous les litiges qui existent ou potentiels dans la société pour savoir à quoi vous attendre.
la gestion de la société depuis le début de l'exercice en cours, clause classique qui prévoit que si vous avez un des comptes qui sont arrêtés au 31 décembre et que vous faites une vente intervenant le 31 mars, le vendeur déclare qu'il a géré en bon père de famille la situation de la société ou dans la continuité des exercices précédents, la société sans faire d'événements exceptionnels. Donc on retrouve ce qu'on avait vu avec les opérations autorisées, les opérations interdites, quelque part de la logbox qu'on avait vu lors de la précédente intervention. Alors, on devrait plus dire gestion bon père de famille. Je pense que c'est gestion raisonnable. Oui, mais ça parle peut-être plus à tout le monde, Les, ce sujet-là. les termes ont Tu as changé. raison, autant pour moi. Voilà. Donc, il y en a d'autres encore. Après, donc on a Voilà. le droit social. Dire que tout se passe bien au niveau du droit social dans l'entreprise. Les relations sont bonnes, les heures de travail sont toutes payées, il n'y a pas d'heures sup non payées, il n'y a pas de salariés externes ou de prestataires externes pardon, qui pourraient demander la requalification de son contrat de prestation en contrat de travail. Le CSE a bien été désigné, les contrats de travail sont respectés. Bref, on va faire un panorama complet, droit de la concurrence, immobilier, RGPD, fiscal. Donc tous ces périmètres-là, on va les couvrir. Donc ce qui fait qu'en général, les déclarations et garanties, ça peut faire allez, une quinzaine de pages où on va demander au vendeur de s'exprimer. Alors bien évidemment, si le vendeur a des exceptions aux déclarations, s'il y a un point où il sait qu'il n'est pas couvert, il peut le déclarer. Il va dire par exemple, j'ai effectué les déclarations fiscales tout à l'heure, sauf celle-ci et celle-ci. Et après, c'est une question de négociation avec l'acheteur. Est-ce qu'il accepte cette exception ou est-ce que cette exception, elle est donnée, mais finalement, elle est quand même refusée, et c'est-à-dire qu'elle sera couverte par la garantie de passif si demain, il y a une amende qui est appliquée par le Trésor public ou le service des impôts. Voilà. Donc les postes, effectivement, peut-être pas tous les reprendre parce qu'il y a il y a vraiment beaucoup d'informations. Euh, alors, oui, vas-y. D'où l'importance de la data room pour ces opérations. Parce que pour le vendeur, vous comprenez que l'importance pour lui, parce qu'il est tenu d'un devoir précontractuel d'information dans le cadre des ventes. Je vous rappelle l'article 1112-1 du Code civil, et il doit fournir les informations suffisantes à l'acheteur pour assurer son consentement éclairé. Ces informations vont être présentées dans la data room et c'est l'objet de cette data room. L'acheteur, lui, évidemment, son intérêt, c'est obtenir toutes les informations utiles pour apprécier la valeur de l'entreprise et l'opportunité d'acheter l'entreprise. Donc, plus il y a d'informations pour lui, plus son consentement sera éclairé et plus il achètera en connaissance de cause. Alors, cette notion de data room, attention, il y a un gros sujet lors des négociations, c'est est-ce qu'on prévoit que les informations que l'acheteur a obtenues dans le cadre de la data room doivent être exclues de toute garantie, puisque l'acheteur, au final, a eu connaissance des événements qui sont décrits et éventuellement des difficultés qui sont décrites dans la data room. Donc, est-ce que il achète en connaissance de cause et en conséquence, la data room doit être exclue de la garantie. Ça va être très souvent la position du vendeur. L'acheteur, lui, va évidemment avoir une autre position en disant ce que disait Sylvain, c'est pas parce que j'ai vu ce qui est écrit que les documents, j'ai pas pu vérifier la véracité des éléments. Et de toute façon, je n'ai pas suffisamment d'informations pour exclure toute garantie. Donc je vais demander à ce que la data room soit exclue de la garantie, de la garantie. Donc il y a un vrai sujet de négo sur ça va être le sujet, très souvent un sujet dur dans le cadre des négociations, dans le cadre d'une vente d'entreprise. Alors, on a une question, une petite remarque sur le père de famille et le bon père de famille, mais effectivement, on a relevé le point. On changera, promis, le slide. Excusez-moi. Alors, Non, il y a une autre question sur la oui, différence entre une garantie de passif sur une lockbox ou une garantie de passif sur les closing accounts. Donc, il y a assez peu de différence finalement parce que
dans la lockbox, on va prendre en compte tous les leakages autorisés et interdits pendant la période entre la date de fermeture de la lockbox et la date de l'acquisition. Et finalement, sur les closing accounts, on va gérer cette période d'une manière différente, puisqu'on va prendre en compte tous les événements qui ont eu lieu entre les derniers comptes de référence et les comptes de closing account, et on va les intégrer, tous ces événements nouveaux, dans les comptes de closing. Donc effectivement, il y a cette différence majeure qui fait que les parties se mettant d'accord sur les comptes, finalement, les comptes de closing, on va purger un certain nombre de points dans ces closing accounts. Je pense notamment aux provisions pour litige, je pense notamment à l'évolution de certains contrats, des choses qui ont eu lieu. Mais fondamentalement, les déclarations et garanties ne sont pas vraiment différentes, si ce n'est qu'au lieu de faire référence à la période depuis les derniers comptes de référence, on va faire une référence au compte depuis la logbox. Mais en réalité, ça change finalement assez peu de choses. En revanche, l'intérêt des closing accounts, c'est qu'on aura déjà capturé pas mal d'événements dans les comptes de closing, où on se sera mis d'accord sur ces comptes, ce qui fait que finalement, tous ces éléments seront déjà purgés et donneront plus lieu normalement à une garantie de passif. Donc s'il y a un gros litige qui est sorti, s'il y a des provisions, par exemple, pour litige ou pour facture impayée, ben, on les prendra dans les closing accounts et donc finalement, on aura une vision plus proche de la situation de la société au moment du closing, mais ça ne change pas la garantie de passif fondamentalement en elle-même. Alors le lien avec la data room, donc là on voit, là, ça c'est tous les postes qu'on avait vus en data room et qui font miroir avec ce qu'on a vu en déclaration, puisque c'est toutes ces informations-là finalement, on va les retrouver dans les déclarations et garanties. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de trop s'apesantir dessus. Il nous reste 20 minutes, donc je vais accélérer un petit peu sur la présentation. Donc les mécanismes de garantie de passif. Merci Adrien pour ta partie, et tu feras la partie sur le contentieux à la fin, donc on verra tout ce qui est contentieux de garantie de passif. Donc pour les déclarations, en général, on va scinder les déclarations du vendeur en deux parties, les déclarations fondamentales et les déclarations complémentaires ou commerciales. Déclaration fondamentale, c'est vraiment l'essentiel essentiel. La société existe, les titres sont bien détenus, la société peut exercer son activité. En gros, c'est les postes complètement incontournables, et si un de ces postes n'est pas là, en fait, c'est carrément la nullité de la vente qui pourrait être mise en cause, puisque si le vendeur n'est pas propriétaire des titres, on se demande bien ce qu'il va vendre, et donc la vente ne peut quasiment pas avoir lieu. Ensuite, on a des déclarations complémentaires ou commerciales, qui, elles, vont concerner tout ce qu'on a vu à l'instant avec Adrien, litige, immobilier, contrat client, propriété intellectuelle, RGPD, fiscal, social. Tous ces points-là, on va les mettre en déclaration complémentaire. En général, on les sépare en deux. Pourquoi on les sépare en deux? Parce que on va voir que les durées peuvent être différentes en fonction des types de déclarations. Donc, dans la convention de garantie, on va devoir préciser beaucoup de choses pour qu'elle soit efficace. On va préciser le bilan de référence. Donc, le bilan sur lequel on se base. Il faut que les déclarations sur toute la partie comptable soient fondées sur des comptes de référence. Ensuite, on va éventuellement prévoir des déclarations qui, elles, sont spécifiques. Donc, on va indiquer, par exemple, qu'il n'y a pas de litige, qu'il n'y a pas de contentieux social, qu'il n'y a pas de contentieux fiscal. Donc, on va avoir tous ces points-là. Ensuite, on va prendre en compte l'exclusion ou pas des informations data room. C'est ce qu'on a vu avec Adrien à l'instant. Il faudra préciser dans la rédaction, est-ce que la data room est exonératoire ou pas exonératoire? Si elle est exonératoire, tout ce qui a été mentionné en data room ne pourra pas donner lieu à l'exercice de la garantie de passif. Donc c'est quand même un point fondamental. Ensuite, on va définir la notion de perte. Qu'est-ce que c'est qu'une perte? Qu'est-ce que c'est qu'un dommage à indemniser? Donc le dommage à indemniser, en général, ça va être bien sûr la perte constatée, mais ça va être également les frais d'avocat pour, imaginons un contrôle fiscal, ça sera le montant du contrôle, plus le montant des pénalités, plus les montants de l'avocat, de frais d'avocat pour suivre ce contrôle fiscal, le cas échéant. Donc il va falloir intégrer le maximum de choses pour que la société se retrouve dans une situation pour faire comme si ce contrôle fiscal n'avait pas eu lieu finalement. Donc la remettre dans une situation de non-contrôle fiscal et l'indemniser complètement.
Alors, ce qu'on prévoit aussi dans toutes les opérations, c'est que la perte et l'ajustement de prix, enfin l'indemnisation qui intervient au titre de la garantie de passif, c'est un ajustement du prix. Donc ça viendra en diminution du prix payé par l'acheteur et du prix perçu par le vendeur. C'est important au niveau des droits d'enregistrement, parce que ça permet, si le prix est moindre, ça veut dire que le vendeur, enfin plutôt l'acheteur qui a payé les droits d'enregistrement, pourra retourner voir le service des impôts et demander à baisser les droits d'enregistrement, puisque la valeur de la société a diminué. On va ensuite prévoir la durée de la garantie. Donc, en général, on prévoit 36 mois de garantie pour tout ce qui est risques commerciaux, risques clients, tous les risques, on va dire, commerciaux classiques. Pour les passifs fiscaux et sociaux, la pratique, c'est de prévoir la durée de prescription. Parce qu'un passif social ou fiscal, on peut avoir des durées de prescription différentes. En général, c'est 3 ans, mais pour certains passifs fiscaux spécifiques, vous pouvez avoir jusqu'à 5 ou 6 ans. On prévoit une durée de 5 ans pour les garanties fondamentales, puisque là, c'est la durée de la prescription classique. Et on va également prévoir tout un mécanisme pour prévenir le vendeur en cas d'incident. Donc demain, il y a un contrôle fiscal. La garantie va prévoir en combien de temps et comment l'acheteur va prévenir le vendeur. Il faut que le vendeur soit prévenu pour qu'éventuellement il puisse faire et assurer le suivi du contrôle fiscal lui-même, puisque comme c'est lui qui va payer in fine le préjudice, il a plutôt intérêt à maîtriser ce contrôle fiscal et à le défendre lui-même pour minimiser l'indemnisation à venir. Et justement, en parlant d'indemnisation, on a des points, là c'est aussi un grand point de débat, bien sûr. Comment va fonctionner la garantie? Donc, quelle est la franchise et le plafond? Donc, on va prévoir un plafond de garantie. En général, quand il n'y a pas trop de risques, c'est 10 à 15% du prix. C'est-à-dire que jamais, quel que soit l'événement qui se passera, l'acheteur ne pourra demander plus de 15% du prix en indemnisation, quand bien même un préjudice terrible arriverait. Imaginons un contrôle fiscal de, je sais pas, 2 millions, alors que la société a été achetée 3 millions. Eh bien, si la partie d'indemnisation était limitée à 15%, jamais l'acheteur ne pourra obtenir plus de 15%, sauf à parler de dol, sauf à parler de tout ça. Donc c'est pour ça que l'audit a un intérêt extrêmement important, parce que si en audit, on voit qu'il y a un risque très très important qu'on subodore, qu'on sent sur une partie spécifique, par exemple les notes de frais, tous les salariés sont remboursés de manière forfaitaire sur leurs notes de frais et ne présentent pas les frais réels à l'entreprise, ça peut donner lieu à un contrôle fiscal et à un redressement. Et ça peut aller très très loin. Dans ces cas-là, on ne va pas prévoir un plafond de 15%, on va prévoir plutôt un plafond de 20, 30, 40% du prix, ce qui est énorme, mais bon, pourquoi pas, pour adapter le plafond au risque qu'on a détecté. On va également prévoir qu'il y ait un seuil de déclenchement ou une franchise. Donc là, ça signifie qu'en dessous d'un certain seuil, on ne vient pas embêter le vendeur. Par exemple, vous avez une toute petite pénalité, je ne sais pas, une amende de 1000 euros. Peut-être que pour ces montants-là, on ne viendra pas embêter le vendeur parce que sinon, on pourrait envoyer un courrier tous les 15 jours. On va prévoir qu'en dessous d'un certain seuil, on ne viendra pas chercher le vendeur. Donc le débat, c'est seuil de déclenchement ou franchise. C'est-à-dire que si on est sur une franchise, on a un montant de 1001 euros. On ne pourra chercher le vendeur que pour les 1 euro qui dépassent les 1000 euros. Si on est sur un seuil de déclenchement, à partir du moment où on dépasse le seuil limite, si c'est 1001 euros et qu'on est en seuil de déclenchement, on pourra venir chercher le vendeur pour les 1001 euros. En revanche, si on est à 999, on ne peut rien faire. Enfin, des mécanismes. Oui. Tout ça, les seuils, planchers, plafonds ou franchises, c'est des éléments qui sont négociés, qui font l'objet des négociations entre les parties. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est les grands points de négociation. Là, ce que je vous présente, de toute façon, c'est systématiquement ce qu'on retrouve dans toutes les opérations où on se chicane, on va dire, où on débat sur ces points-là, qui sont quasiment toujours les mêmes. Enfin, on peut donc évoquer une solidarité entre les vendeurs. S'il y a 10 vendeurs, on peut demander à ce qu'ils soient solidaires entre eux et que tous indemnisent éventuellement pour la totalité le préjudice subi par l'acheteur, et à charge pour les vendeurs de se faire ensuite des répartitions entre eux pour que ça n'embête pas l'acheteur.
Donc ça aussi, c'est un point de discussion. Et la garantie de la garantie qu'on verra juste après. Donc, garantie de la garantie, là, c'est aussi un élément classique. On va garantir la garantie. Pourquoi garantir la garantie? Eh bien, parce que si le vendeur, imaginons que le vendeur décide de repartir, je vais donner n'importe quel pays, au Brésil ou qu'importe, autre qu'en Union européenne, donc éventuellement un endroit difficile où aller le rechercher, eh bien, comment est-ce qu'on va actionner la garantie? S'il faut lui faire un procès dans un pays étranger et que la personne a ses revenus et son actif qui est situé dans un autre pays, ça va être très compliqué, très lourd d'aller chercher la personne. Et donc, il faut pouvoir garantir l'indemnisation. Si vous avez une belle garantie de passif, mais qu'on ne peut pas l'activer parce que la personne a disparu et qu'elle n'est plus accessible, eh bien, la garantie ne servira à rien. On pourra la ranger dans un beau placard et fermer ce placard, ça ne servira à rien du tout. Donc, la garantie de la garantie sert à s'assurer que le vendeur pourra quand même payer si jamais on vient le chercher sur une garantie de passif. Alors, il y a différents mécanismes qui sont prévus, qui sont prévus. C'est pas prévu, tout est contractualisable. On choisit le mécanisme qu'on souhaite prendre. On vous en présente 4 qui sont courants et 3 autres qui sont un peu moins. Donc, je vais peut-être même pas en parler parce que c'est tellement peu usuel. Il y en a un éventuellement où on pourrait, le deuxième, la paiement à terme avec stipulation de compensation. Ça signifie que si on a un crédit vendeur, éventuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé la totalité du prix à l'acquisition. On a un crédit vendeur comme une banque, mais c'est le vendeur qui vous donne un crédit, qui vous permet de payer de manière étalée. On peut imaginer qu'à partir du moment où on doit encore une partie du prix pendant 5 ans, on puisse compenser cette partie du prix qui n'est pas encore payée avec la garantie de passif. Finalement, c'est la meilleure garantie de la garantie, le crédit vendeur. Vous n'avez pas payé la totalité du prix, c'est-à-dire que de toute façon, si jamais il y a un problème, vous pouvez éventuellement retenir une partie du paiement. Mais dans les opérations d'importance, on ne retrouve pas vraiment de crédit vendeur, hein. C'est assez rare. Donc, on va voir chacun des mécanismes séquestre, cautionnement, assurance et garantie à première demande juste derrière. Alors, le cautionnement, c'est un premier mécanisme. Là, c'est le classique, c'est-à-dire qu'on va demander à une banque, un établissement bancaire, de présenter une caution qui va permettre au vendeur de ne pas lui-même donner d'argent. C'est un établissement bancaire qui va donner ce cautionnement. Alors, le cautionnement peut aussi être donné par le vendeur à titre personnel, sur son patrimoine personnel. C'est une possibilité. Mais en général, c'est un établissement bancaire. Et dans ces cas-là, ça veut dire que si jamais on actionne le vendeur au titre de la garantie, qu'on n'arrive pas à le faire payer, c'est la banque qui va payer à sa place. Donc, c'est pas très cher, c'est bien, c'est rapide. Et le vendeur, lui, peut disposer de son prix, puisque le prix n'est pas immobilisé. Par contre, c'est un peu long. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord un procès, il faut s'assurer que le vendeur ne puisse pas payer avant d'aller actionner la caution. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on a prévu d'autres mécanismes qui existent, hein. C'est la garantie autonome, garantie à première demande. Là, c'est pareil, c'est un établissement bancaire qui se porte garant. Mais là, c'est exceptionnel parce qu'il suffit de décrocher son téléphone et d'appeler la banque. La banque n'a pas le choix, elle doit payer. Concrètement, la banque n'a pas le droit de poser des questions. C'est une garantie à première demande. Je fais ma première demande, la banque paye. Donc c'est très rapide, c'est très bien. En général, par contre, ça suppose que le vendeur bloque l'équivalent de cette somme auprès de sa banque, parce que la banque n'est pas folle, elle ne va pas payer comme ça sans avoir bloqué une partie du prix du vendeur. Donc voilà, c'est un petit coût quand même pour le vendeur et ça l'oblige à immobiliser une partie de son prix auprès de sa banque. Mais en général, l'argent est placé, ça rapporte aussi, donc c'est pas non plus complètement négatif. En revanche, c'est très très bien pour un acheteur. Autre mécanisme, un séquestre. Cette fois-ci, une partie du prix est bloquée auprès d'un tiers. En général, quand on fait appel à l'ordre des avocats, il y a un processus spécial. Une partie du prix est bloquée, et si jamais les parties ne se mettent pas d'accord sur la garantie de passif, eh bien, on pourra actionner le séquestre, et le séquestre libérera les fonds
Si, par exemple, il y a une condamnation devant un tribunal, le vendeur doit payer tant au titre de la garantie de passif, et bien le séquestre débloquera les fonds. Donc c'est un mécanisme qui est assez simple, mais ça bloque une partie du prix. Et donc on a un dernier mécanisme qui a été mis en place depuis quelques années, voire plusieurs décennies aux États-Unis, qui arrive en France de manière assez importante, c'est l'assurance. Donc cette fois-ci, c'est assez innovant. Il est possible de faire assurer la garantie de passif par une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance va payer à la place du vendeur. Et lui, le vendeur, n'a même pas de prix immobilisé. Il n'a rien à immobiliser comme prix et l'assurance ne reviendra jamais chercher le vendeur. Sauf dol ou faute intentionnelle. Le vendeur est tranquille, il n'aura rien à payer. Donc c'est assez extraordinaire pour les vendeurs. Le seul problème, c'est qu'il faut payer cette garantie de passif auprès de l'établissement de l'assurance. Donc c'est un coût qui est négociable avec un courtier, bien sûr. Et c'est un peu plus lourd à mettre en place parce qu'il faut négocier la garantie de passif avec le vendeur et avec l'assurance. Mais une fois que c'est en place, c'est parfait pour, encore une fois, pour le vendeur. Il n'a pas de risque de son côté et souvent la garantie est même limitée, c'est tout le temps, est limitée à 1 euro. Donc pour un vendeur, c'est tout simplement parfait, sauf qu'effectivement, plus de négociations et un prix à payer auprès de la compagnie d'assurance qui va assurer cet aléa. Voilà, on a fait le tour de la garantie de la garantie. Donc j'ai accéléré un peu parce qu'on puisse voir tout le périmètre du webinar de ce matin et on va passer à la partie contentieux. Alors, quand vous souhaitez mettre en œuvre la garantie, il est très souvent même quasiment systématiquement prévu que vous deviez notifier au garant dans un délai raisonnable ou contractuel la découverte d'un événement. Donc pour reprendre l'exemple du contrôle fiscal, vous découvrez un contrôle fiscal, vous devez notifier au garant l'existence de ce contrôle fiscal. C'est prévu dans la convention de garantie. Également, quand vous avez l'existence toujours ce contrôle fiscal, vous avez aussi quelque part nécessairement l'obligation d'informer le cessionnaire, notamment pour qu'il puisse exercer les droits de la défense, ses droits de défense. Comprenez que si l'acheteur a une garantie, peut-être qu'il va moins bien vouloir se défendre que le vendeur qui est tenu par la garantie dans le cadre du contrôle fiscal. Donc c'est bien qu'il soit informé et qu'il ait la possibilité aussi d'intervenir dans la procédure pour défendre la position de la société et indirectement la sienne dans le cadre de sa convention de garantie. Alors, ces notifications et ces obligations d'information qui sont souvent encadrées dans des délais sont source de contentieux. Vous avez la notification qu'on prévoit un certain formalisme et également un certain délai pour mettre en œuvre. Donc généralement, dans vos conventions, il est précisé qu'en cas de non-respect du délai, eh ben, vous perdez le droit à exiger la garantie. Donc là, c'est prévu par la convention de garantie. Donc si vous ne notifiez pas dans le délai, je vous dis n'importe quoi, de 15 jours qui est prévu dans la convention de garantie, notifier l'événement qui justifierait l'indemnisation, dans ce cas-là, vous perdez le droit à indemnisation. Il arrive des cas où la sanction n'est pas prévue dans la convention de garantie et ça, c'est là où on trouve du contentieux sur ce sujet-là. Alors, vous avez la jurisprudence qui n'est pas véritablement fixée, figée sur le thème. On considère que certaines jurisprudences considèrent qu'il y a un terme d'échéance du terme implicite, même s'il n'y a pas de délai, on considère qu'on perd la garantie. D'autres considèrent, alors c'est peut-être celle qui tient un peu plus la corde, la déchéance de la garantie, s'il y a l'existence d'un préjudice qui est avéré. Le fait d'avoir retardé, d'avoir mis du temps, si ça crée un préjudice pour le vendeur, dans ce cas-là, il perd le droit à son indemnisation. Le respect du formalisme aussi, quand vous avez une notification, il faut réaliser cette notification en disant: «Je mets en œuvre l'indemnisation, la garantie, d'actifs et de passifs». Si la demande n'est pas claire, on considère que la notification n'est pas intervenue. Vous avez des cas où l'acheteur, envoie simplement les convocations au CPH, sans dire qu'il demande l'indemnisation en cas de mise en œuvre de la
en cas de condamnation au prud'homme ou dans le cadre d'un contrôle fiscal, on envoie les courriers informant d'un contrôle URSSAF ou d'un contrôle fiscal sans préciser que c'est mis en œuvre dans le cadre de la convention de garantie. Dans ce cas-là, vous avez des contentieux qui considèrent effectivement que vous ne mettez pas en œuvre la convention de garantie et donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas tenu au titre de la convention de garantie. Plus embêtant et peut-être plus délicat aussi à mettre en œuvre, il faut en avoir conscience, c'est que si le cédant n'a pas connaissance de l'événement et qu'il écrit une convention dans la convention de garantie, par exemple, je n'ai pas connaissance d'un contrôle fiscal, ou plutôt, il n'y a pas de risque de contrôle fiscal alors qu'il s'est avéré qu'il y a un contrôle fiscal, il ne pourra pas dire derrière en disant bah, je ne savais pas, je n'avais pas connaissance du contrôle fiscal, donc je ne pouvais pas le savoir. Dès lors qu'il a écrit dans la convention de déclaration de convention de garantie qu'il il n'existe pas de contrôle fiscal dans la société, dans ce cas-là, il est tenu, c'est la force obligatoire des contrats, il a mis une mention en disant qu'il n'y avait pas de contrôle fiscal, à lui de vérifier les éléments qu'il allait donner dans le cadre de sa déclaration dans la convention de garantie. Ce qu'on retrouve habituellement, il ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il ne connaissait pas, sauf, et c'est ça l'objet des négociations, sauf s'il précise dans la déclaration, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'événements qui pourraient justifier la mise en œuvre d'une convention que j'avais pas connaissance d'événements qui pourraient justifier un contrôle fiscal. Dans ce cas-là, on prendra en considération le fait qu'il est dissimulé ou non. Inversement, le cessionnaire, alors c'est plus atypique, mais c'est important c'est révélateur de l'importance de ces codes des mentions qui sont dans la convention de garantie. Si le cessionnaire a connaissance d'un événement et qui le cache au vendeur et qui fait écrire au vendeur qu'il n'existe pas de risque de contrôle fiscal alors qu'il sait lui pertinemment qu'il y a un risque de contrôle fiscal, dans ce cas-là, la convention de garantie sera toujours applicable et pourra être mise en œuvre. L'exemple, c'est l'arrêt qui est cité, c'est un arrêt qui a fait quand même, qui avait son importance et qui est révélateur, c'est le dirigeant qui détenait la majorité du capital et qui était dirigeant de la société, et il a vendu ses actions aux autres actionnaires de la société qui n'étaient pas dirigeants et qui n'avaient pas connaissance de la société. Lui, c'est lui qui gérait, la gestion n'était pas forcément ce qu'elle devait être, un contrôle fiscal est apparu, lui il le savait. Alors on lui a reproché en disant: «Oui, mais vous saviez qu'il y avait un contrôle fiscal, donc vous ne pouvez pas l'ignorer, donc la convention de garantie n'est pas applicable». La Cour de cassation a dit: «Non, le contrat, rien que le contrat, vous avez déclaré, vous, en vendant les titres, qu'il n'y avait pas de déclaration de contrôle fiscal». Peu importe si le cessionnaire était au courant, la convention doit être mise en œuvre. À charge après, évidemment, pour les vendeurs, les vendeurs de mettre en œuvre, demander une indemnisation pour mise en œuvre de mauvaise foi de la convention de garantie. Et ça, Donc, c'est un point important parce que en matière exactement. d'audit, si on détecte des choses en matière d'audit, il ne faut pas que ça évacue toute forme de garantie par le vendeur. Donc, quand bien même on découvrirait quelque chose en matière d'audit qui laisserait supposer qu'un contrôle fiscal peut éventuellement avoir lieu sur un point en question, si le vendeur déclare qu'il n'y a aucun élément qui est susceptible de donner lieu à un contrôle fiscal, eh bien, la garantie pourra être mise en place. Donc, c'est très, très bien pour les acheteurs. Voilà, peu Voilà. importe que tout le monde, que certains aient connaissance ou pas, il faut tout écrire dans la convention de garantie et c'est ça qui fera foi pour l'indemnisation. Et si ça n'est pas mentionné, eh bien, pas de garantie, ça n'est pas couvert. Voilà, donc c'est assez dur, mais c'est comme ça, d'où l'importance de la rédaction et de chaque paragraphe et de chaque clause. Donc on a fini ce cycle de webinaires, hein. Merci de vos participations. Donc j'espère qu'à l'aide de ces 3 webinaires, vous êtes maintenant beaucoup mieux informés sur les cycles d'acquisition. Donc vous voyez, je pense que ces 3 thèmes, on a couvert beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Vous aurez les replays sur YouTube, semble-t-il. Donc c'est ce que le Parisien Les Échos nous a indiqué. Et vous aurez accès également donc, au PowerPoint lui-même. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Merci pour votre participation. Merci à tous.